Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de site web. C'est un projet qui est principalement fait avec Angular, avec le framework Angular en front-end, mais aussi en collaboration avec JSON Server, qui est utilisé notamment pour qu'on puisse avoir un mock de back-end et avoir une base de données. Du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter l'application, en quoi elle consiste. Ben, c'est une application principalement de gestion de tâches au quotidien. Elle permet à des utilisateurs de s'inscrire et de gérer leurs tâches au quotidien en ajoutant leurs tâches qu'ils ont effectuées, en mettant des alertes pour qu'ils reçoivent des notifications quand leur tâche est due. Mais aussi, plusieurs fonctionnalités sont prévues d'être implémentées, telles que des dashboards de suivi des tâches accomplies, etc. Du coup, dans un premier temps, on va voir ici devant nous la première page qui est la page d'accueil. Du coup, toute personne qui va arriver sur notre site web sera euh, sur cette page-là. Alors, c'est une petite présentation tout simple en un seul écran. Au futur, il y a une possibilité de mettre une page d'accueil avec plusieurs fonctionnalités. En descendant vers le bas, on aurait une rubrique fonctionnalités qui décrirait toutes les fonctionnalités que notre application offrirait. Une rubrique commentaires qui serait dédiée aux témoignages et commentaires des clients qui auront utilisé l'application. Et aussi une partie tarif, notamment si l'application devient payante, quels sont les tarifs? Est-ce qu'on a une tarification gratuite, par exemple, pour les étudiants, et d'autres tarifs pour permettre de débloquer plus de fonctionnalités, mais aussi une partie nous contacter qui permet d'avoir un formulaire de contact tout simple afin de pouvoir contacter le service client. Ensuite, on a la possibilité de se connecter si on est déjà membre, ou si on ne l'est pas, on peut s'inscrire. Du coup, pour s'inscrire, on n'a qu'à cliquer sur ce bouton-là. Ça va nous ramener vers une page d'inscription. Alors ici, on voit un formulaire d'inscription avec un nom, un prénom, un email, un mot de passe, confirmation de mot de passe. Mais aussi, une fois sur cette page, et par souci que l'application soit beaucoup plus aisée d'utilisation, on a mis aussi la possibilité de se connecter. Si on arrive sur cette page-là, on se rappelle qu'en fait, on est déjà inscrit. Et du coup, on n'a qu'à appuyer sur ce bouton-là. Et on a un autre formulaire qui apparaît, celui de la connexion. Et ça est fait principalement en usant de la fonctionnalité de components dans le framework Angular. Tout simplement, on est resté sur la même page qui est la page haute et on a juste déchargé un component et chargé un autre component sans avoir à changer de page. Et du coup, on va maintenant voir plus en profondeur le formulaire. Il paraît d'être un formulaire basique, mais en fait, il y a aussi derrière une logique de vérification en utilisant la fonctionnalité de form control sur Angular. Et du coup, par exemple, si je m'apprête à rédiger un nom, après je sors et je ne rédige rien, j'ai une notification qui me dit en fait le nom est requis. Ça c'est parce que le nom est nécessaire. Sans le nom, on ne pourrait pas valider ce formulaire. Et du coup, dès que je commence à taper un nom, par exemple mon prénom, non, mon nom plutôt, là c'est bon, le message d'erreur il disparaît. La même chose pour le prénom aussi, parce que le prénom il est requis aussi. Et du coup, on peut aussi avoir des fields qui ne sont pas requis, et du coup, on n'aura pas ce type de message d'erreur. Le mail aussi est un champ requis, mais non seulement c'est un champ qui est requis, mais aussi il y a des contraintes sur la valeur qu'on puisse rentrer. Il faut que ce soit un email. Et du coup, dès qu'on commence à taper quelque chose, il reconnaît que c'est pas une adresse email valable, et du coup, il nous dit veuillez entrer une adresse mail valide. Et c'est qu'au moment qu'on commence à entrer une adresse mail, une valeur qui ressemble à une adresse mail, il y a la syntaxe d'une adresse mail qu'il l'accepte.
Du coup, ça, pour lui, c'est une adresse mail valable. Malgré qu'on sait que c'est pas vraiment valable comme adresse mail, mais au futur, on pourra mettre en place un système de vérification d'adresse mail en envoyant un mail à l'utilisateur. Et du coup, il devra confirmer la réception du mail pour qu'il puisse avoir à finaliser son inscription. Sinon, il ne pourra pas accéder à l'application. Mais pour l'instant, on a déjà une vérification de la syntaxe qui nous permet de contraindre à ce qu'une adresse mail soit rentrée dans le formulaire pour que le formulaire soit valide. Du coup, pour l'instant, je vais rentrer une adresse mail banale du type nom, prénom, @gmail.com. Ensuite, le mot de passe. Il faut que le mot de passe il est requis déjà, mais aussi il y a d'autres contraintes sur le mot de passe. Il faut que le mot de passe doit contenir au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre. Mais aussi le mot de passe doit être constitué d'au moins 8 caractères. Du coup, si je commence à taper, je vais mettre le mot de passe, il va être simple, je vais mettre mon nom et puis 2023. Là, j'ai satisfait les 8 caractères, je n'ai plus le message qu'il a besoin d'une lettre majuscule. Ce que je vais faire, c'est la première lettre, je vais la mettre en majuscule. Et là, ça a passé. Ensuite, la confirmation du mot de passe, du coup, elle est requise. Mais aussi, une fois qu'on a tapé le mot de passe, si par erreur je tape un mot de passe qui est différent de celui qui est entré au-dessus, pardon, là, le formulaire ne sera pas validé. Il me dit que le mot de passe ne correspond pas à celui rentré plus haut. Du coup, il fait la vérification que le mot de passe que vous avez rentré les deux fois, ils sont identiques pour pouvoir valider le formulaire. C'est dans le cas où tout est bon, comme on voit ici, qu'on peut s'inscrire. Et là, on s'est inscrit et on est directement redirigé vers notre application. Là, comme vous voyez, ça c'est l'application que recevra le client une fois qu'il sera inscrit. Tout d'abord, il est dans la rubrique tâches. C'est là où il peut rajouter ses tâches, etc. On va tout d'abord commencer avec la barre de navigation. Bon, on a le petit logo à gauche qui nous permet aussi de revenir vers la page principale. Mais aussi, on va revenir maintenant dans l'application. On a les différentes rubriques de l'application qui servent aux différentes fonctionnalités de l'application. On a une fonctionnalité de calendrier, le gestionnaire de tâches, des rapports, mais aussi des réalisations et des badges qu'on peut débloquer si on effectue nos tâches régulièrement, par exemple, on n'a pas de retard, on a inscrit plusieurs tâches, etc., etc. Ensuite, à droite, on a un petit message de bienvenue avec le nom de l'utilisateur, une petite icône et un menu ici qui nous permet d'aller dans le paramètre du compte, mais aussi de se déconnecter. Et du coup, là maintenant, pour un titre d'exemple, je vais me déconnecter. Et là, je reviens vers la page principale et je suis bien déconnecté ici. Comme on a vu tout à l'heure, on avait le formulaire d'inscription, mais on avait aussi le formulaire de connexion. Maintenant qu'on s'est inscrit, on peut reprendre l'adresse mail qu'on vient de s'inscrire avec, comme le mot de passe, et on peut se connecter directement sans avoir à s'inscrire. C'est bon, c'est tout bon. Mais aussi, dans le cas où l'utilisateur il revient dans notre site, il ne peut pas rentrer dans l'inscription, et il n'a qu'à cliquer ici, il est déjà inscrit, il n'a qu'à cliquer ici, et là il a une petite pop-up de connexion qui s'affiche ici sur la page. Il peut directement rentrer son adresse mail. Et son mot de passe. Et se connecter. Et voilà. Du coup, on a tout ce qui est fonctionnalité de connexion et d'inscription qui est mise en place de façon ergonomique et qui facilite l'utilisation au client. Maintenant, on est dans la rubrique tâches, c'est-à-dire ici où on aura notre gestionnaire de tâches. Vous pouvez voir, il nous dit maintenant que vous n'avez encore ajouté aucune tâche.
N'attendez plus, cliquez sur le bouton en haut pour ajouter tous vos tâches. Du coup, on n'a qu'à cliquer sur le bouton ici ajouter. Une fois qu'on a cliqué ici, on a un formulaire d'ajout de tâches qui apparaît. On peut mettre le nom de la tâche. Par exemple, on va dire euh, création de mon site web. Voilà. Et ici, on va rajouter un jour ou une heure quand est-ce qu'on veut effectuer cette tâche. Je vais la faire demain à 8 heures, pourquoi pas. On va se lever de bonne heure, 8h30, allez, 1 minute pour prendre le petit déj. Et puis ensuite, on a la possibilité de définir un rappel ou pas à cette tâche-là. Pour l'instant, on va le mettre et on va enregistrer la tâche. Et là, vous voyez, la tâche vient d'apparaître ici en dessous. Création de mon site web avec la date et l'heure. Et je peux fermer. Et là, c'est bon, j'ai une tâche qui est inscrite. Je peux en rajouter autant de tâches que je veux. Par exemple, regarder un tuto Angular. Ça, je vais le faire ce soir avant de commencer mon projet. Ou je vais le faire à 22h30. Et j'ai pas besoin de rappel puisque je m'en rappellerai. J'enregistre. Et là, j'ai ma deuxième tâche qui vient d'apparaître en dessous. Et là, vous remarquez que j'avais pas mis de rappel, et du coup, on peut voir ça de façon à ce que ici sur la gauche, on n'a pas eu de barre verte. Cela indique que en fait, cette tâche-là, il n'y a pas de notification qui est associée derrière. Mais supposons que j'ai pas mis de notification, mais maintenant j'ai changé d'avis. En fait, je veux que je reçoive une notification une fois que cette tâche est due. Et du coup, là, j'ai qu'à faire un double clic ici, et là, il y a une notification qui a été associée à cette tâche-là, et on voit ça visuellement aussi à l'aide de cette barre verte. Tout comme j'ai ajouté une notification, je peux la enlever, et même celle-ci, je peux enlever une notification, etc. Euh, Maintenant qu'on a vu comment ajouter des tâches, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ces tâches-là, et en fait, ces tâches ont été enregistrées dans le backend, dans la base de données. Du coup, si j'actualise la page, ils vont toujours rester, ils seront là. Mais aussi, si je me déconnecte et que je me reconnecte, ben, vous l'avez deviné, ils seront toujours là. J'espère. Du coup, les voilà, on les a toujours retrouvés avec leur état qui est enregistré aussi, on a une notification ou pas. Et du coup, les tâches, ils sont associées à l'utilisateur qui est connecté. Par exemple, si je me connecte avec un autre utilisateur, alors je sais que j'ai un utilisateur sous ce nom-là. Et là, j'ai tout un autre utilisateur qui a d'autres tâches qui sont enregistrées. Je me déconnecte. Il y a un autre utilisateur aussi qui vient. Ah, c'est en fait l'admin. Admin, arrobase, c'est quoi? Et le mot de passe, admin. Et voilà. Et l'administrateur, il a des tâches administrateurs à effectuer le 19 octobre en retard. Du coup, comme vous pouvez voir, les tâches à effectuer, ils sont associés aux utilisateurs. Du coup, pour chaque utilisateur, on a un tableau de tâches derrière, qui est dans la base de données, bien sûr. Et une fois qu'on rentre avec, que l'utilisateur se connecte, il récupère toutes ces tâches qui lui sont associées. Mais aussi, on peut, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un bouton pour qu'on puisse supprimer une tâche. On n'a qu'à cliquer ici, hop. Et là, je vois que j'ai nettoyé toutes mes tâches, j'ai plus aucune tâche. Et j'ai un message qui me demande de rajouter des tâches. Maintenant que j'ai présenté les fonctionnalités qui sont intéressantes pour l'utilisateur, je vais rentrer un peu plus du côté technique et je vais vous montrer en fait que si on n'est pas connecté, rappelez-vous de l'adresse de l'application, c'est /app. Si en fait si je suis pas connecté, je peux pas accéder à l'application. Si je fais ça, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va me rediriger vers la page d'inscription. Il détecte que je suis pas connecté et du coup il m'invite à m'inscrire ou à me connecter. C'est à moi de choisir.
Mais sinon, on n'a pas la possibilité d'accéder à l'application si on n'est pas inscrit ou connecté. Et du coup, si je me connecte maintenant, là, j'ai accès à l'application, je peux retourner à la page d'accueil, et si je fais maintenant slash app, ben, il me permet d'accéder à l'application. Ça, c'est fait grâce à la fonctionnalité de garde, qui est une fonctionnalité incluse dans le framework Angular. Et du coup, en combinant entre AuthGuard et le routeur, on peut en fait garder certaines routes et ne permettre l'accès que lorsque certains critères sont valables, sont satisfaits plutôt. Ensuite, pour ce qui est des autres fonctionnalités de l'application, telles que le calendrier, rapport, etc., ces fonctionnalités n'ont pas encore été mises en place, ils sont en cours de développement. Et du coup, pour ce fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai développé une page que quand on clique sur une fonctionnalité qui n'est pas encore développée, on a une page qui nous dit cette page est en cours de construction, revenez plus tard. Et du coup, ça, en lui-même, c'est un component qui est chargé grâce au routeur quand on essaye d'accéder à une page qui est en cours de construction. Et du coup, là, vous voyez, on est dans l'adresse calendrier. Et là, il détecte qu'en fait, cette adresse-là, elle n'est pas elle est en cours de construction et du coup, il nous affiche un component de en cours de construction. Ça va de soi aussi pour le rapport et réalisation. Mais si ces pages-là sont des pages qui sont existantes, mais c'est juste qu'ils sont en cours de construction. Mais si j'essaie d'accéder à une page qui n'existe pas, par exemple, je prends ça et je rajoute des trucs, et j'essaie d'accéder à cette page-là n'existe pas, du coup j'ai une page qui me dit 404, page introuvable, la page que vous cherchez n'existe pas, et il me donne un bouton qui m'invite à retourner à la page d'accueil. Et du coup là je me retrouve à la page d'accueil, et je peux retourner, je suis toujours connecté, je peux retourner dans mon application en cliquant ici. Maintenant qu'on a fait le tour de notre application, il est grand temps de aller voir le code et aller voir comment tout cela a été implémenté et comment tout cela a été programmé. Du coup, on va aller sur Visual Studio Code et ici, ce que vous voyez sur la gauche, ben, c'est la structure de base de toute application Angular. On a des fichiers propres à Angular, puis on a le fichier SRC, et c'est là en fait où notre application va exister. On a le dossier app, assets, environnement, ça, on va voir ça tout à l'heure, dans un instant. On a ici le fichier index.html qu'on voit ici, Et du coup, là, on reconnaît rapidement la structure d'une page HTML avec les méta, les links pour charger. Par exemple, ici, je suis en train d'utiliser les icônes de chez Frontosum, mais aussi je suis en train d'utiliser Bootstrap, etc. Et puis ensuite, on a ici une balise qui s'appelle AppRoot. Et ben, en fait, ce AppRoot là n'est rien d'autre qu'un component Angular que j'ai créé et c'est le component root, c'est-à-dire le component pair dans lequel on va développer tous les autres components. Et du coup, c'est celui qu'on voit ici dans le dossier application. On a ici le component qui est constitué de 4 fichiers plus un fichier pour le module. En fait, Angular, il est constitué de modules et de components, mais aussi de services. On verra ça plus tard. Alors, notre component plutôt, pardon, Uproot, il est constitué de deux fichiers, un HTML et un CSS, mais aussi d'un fichier spec pour effectuer les tests et d'un fichier .ts, un fichier TypeScript pour la logique TypeScript. Du coup, on a le fichier HTML ici. Ici, on a juste un petit div conteneur et on a le root outlet. Le root outlet, c'est ce qu'on va voir plus tard. C'est ce qui nous permet d'utiliser un routeur pour afficher tel ou tel component selon le lien qu'on est en train de visiter. On a le fichier CSS pour mettre les styles. Ici, mon app principal, il n'a pas de style CSS en particulier. Et on a le fichier TypeScript où on a déclaré une classe app component
et qui a l'attribut component qui est reconnu par Angular avec un sélecteur, c'est-à-dire là on revoit notre app route. C'est ce sélecteur-là qu'on peut utiliser dans une balise XML pour qu'on puisse appeler ce component-là et l'afficher dans l'HTML. On a le template URL, c'est le fichier HTML associé à ce component, et le style URL, c'est le fichier CSS associé à ce component. Je vous ai parlé aussi du app module. Ce app module-là, en fait, c'est une partie très importante de notre application. Ici, comme vous pouvez voir, on a tous les imports de tous les modules, mais aussi les components qui sont utilisés dans notre projet. Enfin, presque tout. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi presque tout. Ici, alors, on a les imports, et aussi, ici, on a les routes, on va voir ça juste un petit peu plus tard. Et ici, on a notre déclaration du module. Notre app module, c'est une classe JavaScript, et elle a l'attribut ngModule, et c'est cet attribut-là qui lui permet d'être reconnu dans Angular par le fait d'être un module. Dans ce module-là, on a des déclarations, c'est-à-dire on déclare les components qui appartiennent à ce module-là, qui ont été créés dans ce module-là. On a notamment le app component qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi quelques autres components que j'ai créés pour le projet. On a les imports, c'est-à-dire on peut importer d'autres modules. Ils peuvent être des modules internes à Angular ou des modules externes qu'on vient installer en utilisant le Node Package Manager, ou aussi des modules qu'on a nous-mêmes créés dans notre application. Du coup, notamment, on voit ici le Browser Module, qui est un module interne à Angular, qui nous permet d'importer une multitude de directives qui sont implémentées dans Angular et les utiliser dans notre application. On a le module Font-Awesome, lui, par contre, c'est un module externe que j'ai installé grâce au Node Package Manager et puis ensuite importé ici, qui me permet d'utiliser les icônes dans mon projet. On a le HTTP Client qui nous permet de faire des requêtes euh, post et get, put, etc. On a Form Module qui nous permet de créer des formulaires, mais aussi avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, le Form Control, pour pouvoir valider les formulaires. Et puis ici, on a d'autres modules, par exemple ce Main App Module, c'est un module que j'ai moi-même créé dans mon projet. Et ce module-là, ben, en fait, il contient tous les components qui sont propres à l'application que l'utilisateur inscrit a accès. C'est-à-dire une fois qu'on s'inscrit, on a vu l'application avec les tâches et tout. C'est ce module-là qui contient tous les components qui sont inclus dans cette application. On a aussi le module AuthForms Module. Et ça, c'est le module qui contient tous les formulaires de connexion et d'inscription. On avait trois formulaires. On avait un formulaire d'inscription, un formulaire de connexion, mais aussi un formulaire qui est inclus dans une pop-up, dans la page d'accueil. Voilà. Ces trois components-là, ils sont déclarés ici dans ce module-là. Et du coup, pour qu'on puisse les utiliser dans notre projet, il va falloir importer ce module-là avec toutes ces components qui sont à l'intérieur. On a le Guest App Module. Contrairement à le Main App Module, on a un Guest App Module qui est toute notre application, qui est visible seulement aux invités. C'est les personnes qui ne sont pas inscrites dans notre application. Et du coup, ici, on va retrouver sans doute notre page d'accueil qui est destinée aux nouveaux utilisateurs qui ne sont pas inscrits. On a un Navbar Module. C'est un module qui contient tous les components euh, qui ont à voir avec la barre de navigation. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, le logo sur la gauche. On a le logo, on a les liens ici, on a cette pop-up là avec le menu hamburger, etc. Du coup, tout ça, en fait, c'est un component, tout ça, ces quatre là, c'est des components à part entière, ça, c'est un component, etc. Et du coup, tous ces components là, ils sont déclarés dans, euh, dans mon module navbar que j'importe ici pour que je puisse utiliser dans mon application. Et on a le router module, c'est un module interne à Angular qui nous permet
de créer des routes. Les routes, c'est ce que vous voyez ici. En fait, il nous permet d'associer des chemins de page avec des components qu'on va afficher dans cette page-là. C'est-à-dire, par exemple, le chemin app, hein, il va afficher le main app component. Mais aussi, il nous permet d'utiliser le HostGuard afin de restreindre l'accès à certaines routes selon des critères prédéfinis. Donc, par exemple, app ici, j'ai un HostGuard qui vérifie est-ce que l'utilisateur il est bien connecté ou pas. S'il est connecté, il va lui permettre d'accéder à ce route-là. S'il ne l'est pas, ben, il va l'empêcher, il va faire autre chose derrière. Du coup, on a fait le tour de notre app module et maintenant on va rentrer plus en détail dans la structure de tous les components et les modules qu'on a créés dans notre application. Alors on va aller dans le dossier Components ici et on va voir tous les components et les modules qu'on a créés dans notre projet. On a le Auth Forms module qui contient les trois components Login Form, Login Popup et Sign Up Form. Et ça, c'est le module. Ici, vous voyez, comme vous pouvez voir, ce module-là, il déclare les trois components et il les exporte aussi pour que je puisse les importer dans mon app module ici avec un import. Et du coup, c'est comme ça qu'on déclare des modules avec des components à l'intérieur et on peut exporter sélectivement tel ou tel component sans tout exporter. On va voir le cas dans d'autres exemples. Ici, en l'occurrence, c'était tout ce qui a été déclaré a été exporté parce on avait besoin des trois components. Mais dans d'autres cas, on peut déclarer 10 components par exemple et en exporter que 2. Alors, on a aussi le Guest App Component qui contient la page d'accueil, landing page, ça c'est un component, et aussi le Register Page, c'est la page d'enregistrement. Et là, on a les formulaires d'inscription et de connexion. Et en fait, ce module-là, si on regarde ici, on voit qu'il importe AuthForms module. Vous voyez, on peut déjà voir que en fait, dans Angular, on travaille avec des modules, on crée des modules et on les importe et on les exporte un peu partout dans notre application, là où on en a besoin. Par exemple, dans ma page d'enregistrement, je sais que j'aurai besoin de formulaires. Et du coup, je vais importer le module AuthForms qui me permet d'accéder aux formulaires de connexion et formulaires d'inscription. Et là, j'ai tout simplement à les intégrer dans mon component d'inscription, de la page d'inscription, sans avoir à les recréer encore une fois. Du coup, c'est là où on retrouve toute l'utilité et tout le pouvoir, si je puis dire, de Angular. Et du coup, ici, si je rentre dans le fichier HTML, je vois que au début, j'ai une petite structure avec des petits messages pour décrire mon application. Et puis ensuite, j'ai sur la droite, voilà, on va prendre la page d'inscription pour qu'on puisse bien visualiser le code à côté de la page d'inscription. Du coup, on a un côté gauche qui est côté description de l'application et un côté droit qui est le formulaire. Du coup, ici, on a left, c'est le côté gauche, et ici right, qui est un form container. Et du coup, ici à l'intérieur, on a deux components. En fait, on a fait appel au component sign-up-form qui est déclaré ici dans le module authForm. Donc voilà. Le voilà le component avec son sélecteur, c'est app sign-up-form. C'est ce qu'on a utilisé dans notre page d'enregistrement ici pour appeler ce component-là. Et du coup, avec la directive ngIf, qui est une directive qui est incluse dans le module browser module, et du coup, on vérifie is already member link clicked. Et du coup, si on a cliqué sur le bouton qu'il est déjà membre, et là, on va faire une logique derrière qui nous permet de afficher le formulaire de connexion. Et s'il n'est pas membre, ben, on va afficher le formulaire d'inscription, et ainsi de suite. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir cette fonctionnalité-là. Et ça permet d'afficher un component ou un autre selon une condition qui est tout simplement un booléen derrière. Ensuite, on a le tasks component. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est la liste des tâches
qu'on a ici. Et en fait, elle est composée de la liste des tâches, c'est le task component, d'un task item qui est un élément individuel de la liste, d'un header qui est le header qui est là, avec un titre et un bouton d'ajout, et le bouton il est déclaré ici, et on a un add task qui est le formulaire d'ajout de tâche ici, comme voilà. Et du coup, comme vous voyez encore une fois, tout est un component sur Angular. Mais en fait, ensuite, je vais vous montrer ces components-là. En fait, quand je clique sur ce bouton-là et que je mets des valeurs, que je les rajoute dans mon formulaire, comment est-ce que ce component-là, il a réussi à communiquer avec le component qui est en dessous pour qu'il puisse envoyer l'information qui a été enregistrée, pour qu'il puisse lui, à son tour, créer un nouveau task item ici, qui est un élément de la liste, et l'afficher à l'utilisateur. Pour avoir une communication entre components dans Angular, on utilise ce qu'on appelle les services. Et par exemple, on voit ici dans notre dossier service, on a une multitude de services qui ont été déclarés. On a le hot service, qui est un service qui est dédié à l'authentification. On a le navlink service, qui est un service qui gère tous les liens de la barre de navigation pour générer et supprimer des liens. On a le task service, et c'est lui en fait qui permet de charger les tâches de la base de données. On voit ici, on a les get tasks, on a get task by username, delete task, add task, et c'est le service qui gère tout, tout ce fonctionnement-là. On a un UI service par exemple qui gère le fait que quand je clique sur le bouton Add Task, ça m'affiche le formulaire. Ici, ça m'affiche le login pop-up quand je clique sur le bouton Login. Parce qu'en fait, le bouton Login, il était dans le component navbar. Et le pop-up, Login pop-up, c'est un component à part entière. Et du coup, pour que les deux puissent communiquer, pour que l'un puisse dire à l'autre, ouvre-toi, affiche-toi, on a besoin d'un service. Et à l'intérieur de ce service-là, on utilise des événements, on déclare des événements, et un component émet un événement que l'autre component est en train d'écouter, et c'est comme ça qu'on arrive à effectuer une communication. On a aussi d'autres types de communication qui nécessitent pas de service. Ce sont les communications parent-child, c'est-à-dire on a un component parent, on tient à l'intérieur de lui un autre component. Et là, pour pouvoir envoyer de l'information d'un parent à un child, là, on utilise ce qu'on appelle property binding, c'est-à-dire on met une propriété dans le fichier TypeScript, et à l'intérieur de la balise qui déclare le, le component, là, on vient injecter une valeur. Je vais voir si j'arrive à trouver un exemple concret de ça. Ça serait mieux. On va prendre par exemple, voyons voir, ici on n'a pas ça. Euh, alors on a un bon exemple ici dans notre tasks component qui est le conteneur de tous les tâches. Et on voit ici dans tasks component, il a comme propriété à l'intérieur une liste de tâches qui va stocker la liste de toutes les tâches qui sont associées à un utilisateur donné. Et en fait, à l'intérieur du fichier HTML, on veut afficher toutes les tâches qui sont stockées dans cette variable-là. Et du coup, ce qu'on fait, on fait appel au component task item, qui est maintenant ici un component child, il est déclaré à l'intérieur du component task component, et on vient lui donner une tâche qui est enregistrée dans cette variable-là. On va lui donner comme argument que lui va récupérer et va enregistrer ici dans la variable task qui est un input. Et du coup, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle une property binding. Ici, en l'occurrence, on fait un ng-for, c'est un for loop sur toutes les tâches, parce que c'est une liste de tâches. En fait, on lui passe seulement une tâche à la fois. Et du coup, ici, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à chaque fois, je initialise un component de type task item,
je lui donne la valeur task et je lui laisse maintenant la main de faire ce qu'il a à faire. Et puis ensuite, une fois qu'il a fini, je lui donne la seconde tâche et la tâche d'après jusqu'à ce que j'aurai fini de faire l'itération sur la boucle de toutes les tâches. Un autre service qui est notamment très intéressant à voir, c'est le service Auth Service. Et c'est en fait c'est ce service-là qui gère l'authentification. Et là, on voit des fonctions telles que login, qui prend en paramètre un utilisateur. Et en fait, on utilise ce qu'on appelle local storage pour enregistrer les données propres à l'utilisateur en front. Et c'est là, par exemple, quand on fait un login, on vient enregistrer une valeur qui s'appelle isLoggedIn et on met sa valeur true. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on va savoir qu'en fait, lui, il est inscrit. Et si on veut vérifier s'il est inscrit ou pas, par exemple, check if login, là, on vérifie isLoggedIn, on va vérifier si local storage, il contient une valeur isLoggedIn et cette valeur-là, elle est égale à true. Si c'est le cas, ben, on sait que l'utilisateur, il est connecté. Sinon, ça va être false et du coup, l'utilisateur, il n'est pas connecté. Là, par exemple, comme on a dit, on a en l'occurrence la fonction login, on a create local storage, clear local storage, pardon. Là, ça vient quand on fait un logout, on prend les valeurs qu'on a initialisées et on les met, on les clear, on les nettoie. Comme isLoggedIn, on va le mettre en false et on va supprimer l'identifiant de l'utilisateur qui n'est rien d'autre que son adresse mail. Is logged in, c'est pour vérifier s'il est connecté. Mais on a aussi un RESTful API qui contient les get et les posts de notre logique. Et du coup, ici, on a notre backend, notre lien backend qui est les utilisateurs. Et du coup, quand on veut récupérer un utilisateur, on, on fait une HTTP request, on fait un get sur un utilisateur et on récupère l'utilisateur par son adresse mail. C'est comme on peut voir, mail est égal à ce qu'on a donné comme argument. Et là, on peut récupérer un utilisateur de la base de données. Ça, c'est notamment utilisé pour vérifier si un utilisateur il est déjà inscrit ou pas. Ou par exemple, si on veut inscrire un nouveau utilisateur, ben, on va appeler la méthode addUser. On va lui passer toutes les informations qui ont été insérées dans le formulaire sous une instance d'une classe qui s'appelle user. Et là, on va faire une requête HTTP de type POST pour envoyer au backend les informations qui vont être enregistrées dans notre base de données. En parlant de base de données, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on est en train d'utiliser dans le backend ce qu'on appelle JSON Server. Et JSON Server nous permet d'avoir accès à une base de données de type JSON qu'on voit ici. Je vais vous montrer qui est là. Et du coup, ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est notre base de données avec nos différentes entités. Là, on a l'entité task avec les différentes valeurs qu'elle contient. On a la première tâche, la deuxième tâche, etc., etc. Toutes les tâches, notre base de données. Et chaque tâche, elle contient un identifiant unique, son texte, le jour, est-ce qu'elle a une notification ou pas, et l'utilisateur qui a créé cette tâche. L'utilisateur, c'est en fait une foreign key vers la table utilisateur qu'on va voir en dessous. On a les navlinks, c'est-à-dire les liens qu'on va afficher dans la navbar. Par exemple, si on est dans notre application principale, on va afficher ces liens-là. Chaque lien, il a un texte, il a une icône et il a un route vers lequel il va pointer. On a aussi d'autres navlinks qui sont propres à l'utilisateur guest qui n'est pas inscrit. Du coup, on va lui afficher ces liens-là. Et on a aussi le tableau utilisateur users. Et ici, on va retrouver tous les utilisateurs qui sont inscrits avec des identifiants uniques et un nom, un prénom, une adresse mail et un mot de passe. Ici, pour l'instant, à titre d'exemple, le mot de passe, il n'est pas haché. Mais ce on peut faire, on peut utiliser un mot de passe qui est encrypté et du coup éviter d'avoir des valeurs ici qu'on peut voir. Du coup, on peut voir clairement quels sont les mots de passe des utilisateurs. Mais bon, ça c'est dans un contexte de développement, mais sinon en réalité ce qu'on va faire,
on va crypter les mots de passe et l'enregistrer en une valeur cryptée dans la base de données. Et du coup, ce qui se passe quand on inscrit un nouveau utilisateur, ben, on aura une nouvelle valeur qui vient s'ajouter ici. Et ici, on voit l'utilisateur qu'on a créé tout au début de la vidéo. C'était avec cette adresse mail-là et ce mot de passe-là. Et un identifiant en auto-increment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du projet. J'ai pas voulu trop rentrer au détail de toutes les fonctions et ce qu'ils font, comment c'est programmé et tout. J'ai essayé d'être bref et d'expliquer les fonctionnalités en gros, euh, comment est-ce que ça a été mis en place, mais surtout la structure du projet derrière, comment est-ce qu'il est structuré, l'utilisation des modules et des components, ce qui est quelque chose de très important à retirer d'un projet Angular. Et voilà, ce projet-là, maintenant, il est exploitable. On peut l'utiliser, on peut s'inscrire, on peut se connecter, on peut rajouter des tâches. Il reste des fonctionnalités qu'on peut rajouter ensuite. Et ça, là est toute la beauté d'Angular, en fait. Donc, quand on construit une application qui est bien structurée avec des composants, des modules, etc., la scalabilité, elle est beaucoup plus facile. C'est-à-dire, on peut maintenant construire sur ce projet-là d'autres fonctionnalités beaucoup plus facilement, tandis que si on n'a pas utilisé un framework, ce serait un peu plus compliqué. Certes, on ne sera pas contraint de créer des components et des modules pour que notre programme fonctionne, pour que notre application fonctionne, mais cela fera que on n'aura pas suivi une bonne méthode de travail qui nous permettra d'avoir un projet facilement scalable. En revanche, ici, sur Angular, on va pouvoir, pour créer par exemple la fonctionnalité de calendrier, j'aurai seulement à créer un nouveau component de calendrier. Si j'ai besoin d'une barre de navigation, j'aurai qu'à récupérer la barre de navigation qui est déjà créée dans mes components et la mettre. Si j'ai besoin d'un formulaire, j'aurai à récupérer le formulaire qui est déjà créé, etc. Ça permet la réutilisabilité des components, mais aussi la collaboration. Si on est amené à travailler dans un projet avec plusieurs développeurs, on pourrait se partager les tâches où un développeur va travailler sur tel component et tel module et d'autres vont travailler sur tel module et tel component. Et puis facilement, on pourra récupérer tous ces components-là et tous ces modules-là et les utiliser dans notre projet sans qu'il y ait beaucoup de désaccords entre un bout de code et un autre. Voilà, j'espère que j'ai pas trop tardé et que j'ai été droit au but et que mes explications étaient satisfaisantes. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à me recontacter. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.